peut revenir là-dessus une prochaine fois. Et nous rentrons maintenant dans la parenthèse des sujets qui nous intéressent, qui nous concernent, la presse. Bien entendu, Sékou Jamal Pendessa, une mission de RSF a séjourné ici en Guinée depuis le lundi 18 mars 2024. Ils sont déjà repartis entre-temps. La mission était composée de Sadibou Maron, directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF, et de Jeanne Lagarde, chargée de plaidoyer auprès de RSF en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette mission puisqu'ils vous ont rencontré, vous avez même co-animé une conférence de presse. Cela arrive dans un contexte global où la presse est assaillie, elle traverse le désert. Alors qu'est-ce qu'ils étaient venus nous apporter comme information, comme appui? La mission de Reporters sans frontières s'inscrivait dans le cadre d'apporter leur soutien, exprimer leur solidarité à la presse guinéenne qui traverse des moments difficiles depuis 5 mois maintenant. Oui. Nous sommes régulièrement en contact, ils sont au courant de tout ce qui nous arrive depuis tout le temps. Depuis des années déjà, je crois que ça fait 4 ou 5 ans maintenant, ils collaborent avec le SPPG. Donc, mais l'année là, c'était autre chose. On a l'habitude de traverser des moments difficiles, mais cela les a dépassés. Vous savez, d'habitude, Reporters sans frontières se contentent des déclarations, des recommandations, etc. Mais si vous voyez, ils sont allés jusqu'à dépêcher une mission, venir rencontrer des acteurs. Nous, quand ils sont venus, on a eu une première rencontre avant qu'ils ne commencent la mission proprement dite. Et après tout encore, ils ont bouclé la mission par une autre réunion qu'on a eue avec le bureau du SPPG avant qu'ils ne partent. Mais le constat est amer. Nous d'ailleurs, on est au courant, mais eux aussi, il était important qu'ils viennent voir, rencontrer beaucoup d'acteurs, notamment même vous, les médias victimes. Oui, absolument. Nous, les radios et télé, ils ont les entités étatiques, c'est-à-dire le Premier ministre, le ministre, la HAC, le ministre de la Communication. Oui, ils nous disent que ce qu'ils ont constaté en Guinée, c'est inédit. Bien. Inédit. Ils n'ont pas manqué de le réitérer en conférence de presse parce que moi, je pensais qu'ils allaient limiter ça au cours de notre réunion. Mais la situation est tellement grave qu'ils ont voulu l'exprimer devant les caméras aussi. Effectivement, j'ai écouté Sadibou Maron, le directeur bureau Afrique subsaharienne, évoquer le nombre au bas mot des journalistes qui sont au chômage aujourd'hui, d'emplois détruits. Il a parlé de plus de 500 emplois détruits à l'intérieur de ces médias-là. Évidemment. Et ça, c'est une réalité, une triste réalité. Il dit dans le monde entier, ce qu'il a vu ici, c'est une première qu'il voit ça. C'est-à-dire des brouillages pendant 5 mois, c'est un record. C'est un triste record, il faut le signaler. Alors que le brouillage est illégal. Ce système-là a tendance à devenir une innovation de la Guinée. Ou dans d'autres pays, vous voyez, on vient fermer un média, bien que des fois c'est illégal, mais vous connaissez le visage de celui-là qui a fermé, etc. Des fois, ils assument. Il y a une décision, c'est assumé. Mais ici, c'est brouillé, on ne sait même pas qui le fait. Difficile de le savoir. Bien que on sait que ce sont des autorités, mais pourquoi on le fait réellement? Les motifs évoqués ne tiennent pas. Reporters sans frontières aussi n'a pas été convaincu par les motifs évoqués. Notamment pour le cas spécifique du retrait des chaînes de télévision, des bouquets Canal Plus et Star Times, la question de sécurité là, ils ont sillonné le pays, ils ont interrogé des acteurs, ils ne sont pas convaincus. Donc c'est dire qu'on veut nous envoyer à un classement qui ne va pas faire honneur à la nation. C'est clair. Donc il faut s'attendre à une dégringolade. On s'est toujours battu lors du classement à venir. Pour avoir de très bonnes notes. Pendant le classement mondial, parce que c'est la fierté de tout le monde. Quand vous vous déplacez, vous partez lors des rencontres professionnelles avec d'autres confrères d'autres pays, on dit que ton pays est bien classé, mais c'est une fierté. Absolument. Mais il ne faut pas que vous partiez quelque part, on vous indexe là. Il ne faut pas que les autorités pensent que nous, c'est ce qui nous fait. Non. Pour preuve, quand le CNRD venait d'arriver, on a fait des mémorandums. Tu étais, Ouri, à la rencontre du Palais du Peuple. Absolument. On a présenté des mémorandums, on a fait des recommandations pour dire si vous voulez marquer des points positifs sur le plan de la presse, dans le domaine de la presse, voici ce qu'il faut. Ils ont déchiré tous ces documents. Non, dans un premier temps, ils ont appliqué. Bien. Quand ils ont appliqué la première année du CNRD, on a fait un bond de 25 points. C'était la première fois que la Guinée puisse se rattraper. Oui. RSF. On est venu, on a dépassé le Sénégal. Vous imaginez 25 points de plus qu'on a eu par rapport à l'année qui s'était écoulée.
Donc tout le monde a applaudi, bien qu'ils se soient accaparés de ces résultats. Quand c'est beau, c'est... Voilà. Et puis l'année qui a suivi, ils ont tout gâché. Parce que c'est pendant le même mois de mai, au cours duquel il y a eu ce classement, que les dérapages ont commencé à Kindi, à part Mohamed Mbemba Kondé, qui a été sauvagement battu par des gendarmes. Et il a été hospitalisé, ses côtes ont eu des problèmes. Donc depuis lors, ça a continué. Ils ont jeté, alors cette fois-ci, pour revenir sur votre expression, ils ont déchiré maintenant les mémos qu'on a déposés avec les recommandations jetées dans la poubelle. Depuis lors, vous voyez ce qui nous arrive. Et malheureusement, la Guinée va perdre beaucoup d'avantages. Donc après cette mission, ces rencontres institutionnelles entre RSF, le ministre de la Communication, la HAC, le Premier ministre, vous, SPPG et certaines entreprises de presse, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette RSF? Est-ce qu'il y a des engagements? Est-ce que le RSF compte user d'autres moyens de pression pour contraindre le CNRD? D'abord, ils ont fait une première déclaration, une sorte de compte rendu par rapport à leur mission de la Guinée, le Conseil amer. Donc cela veut dire, c'est un signal. On doit comprendre ce qui va nous arriver lors du prochain classement. On va perdre des points. Ça, c'est automatique. Le mois de mai prochain, ça, c'est automatique. Mais ils ont dit qu'ils sont prêts à accompagner la presse guinéenne sur beaucoup de plans, notamment sur le plan d'assistance juridique. Ils sont prêts. Ils y travaillent déjà. La dernière nouvelle que j'ai eue avant de venir ici... Parce que nous sommes en droit de porter plainte à date. La dernière nouvelle que j'ai eue avant de venir ici, je crois qu'il y a une dizaine d'avocats qui ont constitué dans certains pays, au Sénégal, au Bénin, d'autres sont venus du Niger. Je crois que c'est à l'issue d'une rencontre tenue au Togo qu'ils ont pu constituer ce pool d'avocats pour accompagner des journalistes en Afrique de l'Ouest. Donc c'est toute la zone de l'Afrique de l'Ouest qui est en danger aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est devenu, quelle est l'expression qu'ils utilisent souvent? Ce sont des pays prisons pour les journalistes. Absolument. Voilà. Très dommage. Et vous avez vu des journalistes d'investigation qui ont souvent des problèmes. Et nous, ici, ça ne se limite même plus aux journalistes d'investigation, mais toute la presse. Menace générale. En 30 secondes chacun, un avis sur cette mission de RSF, nous, Baldé. Je précise que je les ai reçus aussi à Guinée Matin et je voulais dire que les autorités devraient tenir compte de ces présences-là parce que Pendessa le disait, nous on est en contact avec eux, mais s'ils viennent, c'est pour aussi rencontrer les autorités, les écouter, c'est-à-dire que s'il y avait des arguments, des reproches qu'on avait contre les journalistes, on aurait pu les exposer. Mais vous l'avez écouté, à la fin, ils sont partis déçus. Ça veut dire donc qu'il n'y a absolument rien qu'on aurait à reprocher aux journalistes. Je voudrais rappeler que il y a 2 jours, je pense, j'étais avec Pendessa Khalil et d'autres journalistes à une rupture collective et organisée par l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Guinée. Je rappelle ça pour dire qu'on a eu un échange avec Diallo Souleymane, le doyen. Diallo Souleymane, les journalistes, on s'amuse quand on se retrouve, même en période difficile, comme c'est le cas. Donc, on essaie de dire à Diallo Souleymane que son exemple est en train d'être suivi et que Pendessa vient de la maison de la presse et qu'ils peuvent échanger puisque les deux ont fait la prison. Et donc, en parlant, on a essayé de dire que la relève est quand même assurée. Malheureusement, on ne parvient pas à préserver les acquis qu'ils sont. Vous comprenez? On essayait de nous excuser quelque peu auprès du doyen puisque les libertés qu'on a aujourd'hui et qui sont attaquées, qui sont brimées, qui sont en train d'être effritées, ont été acquises difficilement par ces doyens. Et on est comme revenu à l'époque des doyens. Souleymane, justement, mais on les dépasse maintenant. Nous sommes en train de vivre les années 1993. Justement, nous vivons les années 1993 en 2024. Quand nous va terminer, les zones sont brouillées. Dépasse ces années maintenant. Justement, je venais à ça parce que voilà, ça ne va pas. Moi, j'ai eu juste une autre parenthèse. Dans cette parenthèse, moi, j'ai eu des difficultés avec un préfet. C'était à Lelouma. On a interpellé un de mes journalistes, on a eu des difficultés. Ses parents m'ont appelé. J'étais obligé de négocier avec le préfet parce que j'ai expliqué à la maman que le préfet n'avait aucun droit. La maman dit, oui, moi, mon fils
est en détention depuis deux jours. Toi, tu me parles de droit. On me dit qu'il suffit que tu t'excuses, que tu présentes tes excuses pour qu'on le libère. Et toi, tu me parles de droit. Donc, j'étais obligé de tenir compte de cet aspect social. Et quand j'en ai parlé au doyen Diallo Suleiman, il m'a expliqué qu'on ne devait pas s'amuser avec ces libertés-là. Parce que justement, elles ont été difficilement acquises. Alors, ce jour, on relance ça. On essaie de lui présenter nos excuses, vu que c'est notre génération qui est en train, malheureusement, de perdre ça, de vivre ça, de ne pas réussir le combat, puisqu'on est fragile. Mais il nous dit, écoutez, il dit que c'est sans commune mesure. Il dit que c'est inédit, ce que nous vivons aujourd'hui. Et d'ailleurs, parce que j'ai parlé du général Conté, qui était un général, il a dit que Conté était le démocrate, peut-être le meilleur président. En tous les cas, le plus grand démocrate qu'on a eu pour le moment. Donc, eux-mêmes, les doyens qui se sont battus pour avoir ces libertés-là, sont conscients que ce qu'on est en train de faire, subir aux journalistes, aujourd'hui, en République de Guinée, on n'a jamais vécu ça dans ce pays. Bien. Inédit. On a l'habitude de voir les entités de régulation de la presse sanctionner un tel ou un autre pour diffamation ou pour tel propos tenus à l'antenne, des médias sanctionnés, mais des journalistes salariés transformés en indigents, des médias brouillés, des investissements tout simplement gaspillés. C'est comme si vous achetiez des conteneurs de tomates et que vous ameniez en Guinée, qu'on les stocke et que ça pourrisse tout simplement. C'est ce qu'on fait subir à des médias. Voilà ce que nous vivons sous la transition de la rectification. On va observer une pause sur la mission de RSF en Guinée. Qu'est-ce qu'on peut en retenir très très rapidement? Je pense que les autorités n'ont pas trouvé des réponses aux questions qui leur ont été posées. En tous les cas, la mission est repartie déçue. Et moi, je voudrais juste rappeler, profiter de votre micro, puisque le débat existe sur les réseaux sociaux par rapport à la haute autorité de la communication. Il m'est arrivé très souvent de répéter, malheureusement, quand on a cité le nom du président de la HAC comme personne soupçonnée de détournement, de deniers publics, j'ai prévenu, c'était lors d'une émission de débat, j'avais prévenu que les journalistes devraient se préoccuper. Parce que quand la haute autorité de la communication est dirigée par quelqu'un qui craint tous les jours d'être réveillé par une plainte, cela veut dire que cette personnalité-là fait attention à tout ce qu'on peut considérer comme injonction. C'est donc une autorité qui va faire attention à la direction du vent, qui va chaque fois veiller à ce que les dirigeants, ceux qui sont capables de lui créer des ennuis judiciaires, soient fiers de sa présence à la tête de la haute autorité de la communication. Et pour nous, c'est un danger, malheureusement. Merci, nous, Baldeoui. Daouda Mohamed. Oui, vous savez, le plus souvent, je dis qu'il y a un pan de la gestion du président Alpha Condé, par exemple, que le CNRD est en train de parachever. Et c'est là dans le sens, vous vous rappelez quand RSF, à un moment donné, au temps d'Alpha Condé, avait dit que avait présenté un résultat sur la Guinée. Alpha Condé disait qu'il s'en fout des RSF, il s'en fout des gens qui vont se réunir pour évaluer un pays. Il avait même dit Médecins sans frontières. Voilà, il avait dit Médecins sans frontières ce jour-là. Et quand il s'est agi de Millennium Challenge, il a dit que c'était les journalistes qui en étaient responsables. Donc aujourd'hui, je me dis bien, est-ce que le CNRD se soucie vraiment d'une quelconque visite de RSF en Guinée? C'est ce que je me dis. Ce n'est pas leur tasse de thé. Parce que c'est pas leur tasse de thé, je vais dire. Aujourd'hui, que RSF vienne en Guinée et reparte, c'est pas leur problème. Parce qu'ils savent que RSF vienne en Guinée ou pas. RSF sait ce qui se passe en Guinée parce que à des correspondants en Guinée, c'est bien comment les médias vivent aujourd'hui dans notre pays. Donc leur visite, à mon avis, ne leur dit absolument rien. À nous, ça donne un espoir. Ça donne un espoir qu'on n'est pas seul, qu'on est soutenu quelque part par une opinion au-delà des frontières de notre pays qui ont regard sur ce que nous faisons et qui évalue notre pays en fonction de cela. Et aujourd'hui, qu'on soit une transition
qui demande tout de dehors et que ce soit cette transition qui dit piétiner les fondements de la démocratie, qui dit piétiner les fondements de la liberté. C'est vrai qu'on ne veille pas aujourd'hui qu'on dise ce qui se passe, mais il faut bien aussi qu'on dise ce qui se passe parce qu'il y a des promesses qui nous ont été faites le 5 septembre, que c'est la rectification, c'est la refondation. Et qui parle de rectification, parle de stopper la corruption, de stopper le détournement, de stopper l'affairisme, le népotisme, entre autres. Est-ce que cela soit aujourd'hui un mode de gouvernance avec une transition qui nous a promis des merveilles? Je crois que ça ne peut pas plaire à ceux qui sont dans cette pratique que nous dénoncions. Cela. Mais nous ne sommes pas les seuls dénonciateurs. Je le dis encore une fois, eux-mêmes se sont dénoncés. Il continue à se dénoncer. Le président Mamadi Doumbouya a dit qu'il est déçu. Il est déçu, ses ministres ont dit qu'ils sont déçus. Est-ce que ce que nous disons, en quoi ce que nous disons sur notre déception peut être un problème, à mon avis? Ils viennent confirmer tout ce que la presse... L'erreur qu'ils sont en train de commettre, c'est de penser qu'on peut éteindre toutes les voix dissonantes ou la presse dans notre pays. Ce n'est pas possible. En ce 21e siècle. À l'heure du numérique, vous ne pouvez pas. En ce 21e siècle. Vous n'avez aucune possibilité. Vous avez vu, quand on a brouillé les réseaux sociaux, on a coupé les réseaux sociaux. Contourné. Mais il y a les VPN qui sont nés, des VPN très efficaces, qui nous permettaient d'ailleurs d'utiliser l'Internet de façon très fluide. Donc, ça sous-entend, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, à ce stade, c'est une perte de temps. Vous perdez des points, vous perdez aussi des opportunités parce qu'il faut le rappeler. L'un des malheurs auxquels nous avons été confrontés, c'est bien évidemment les civils qui étaient dans le gouvernement ou qui ont eu la chance d'être à la tête du ministère de la Communication et même de la HAC, qui n'ont pas servi le général et qui en réalité ne nous ont pas non plus servi. Absolument. Et ont tout au contraire contribué à pourrir la situation. La HAC aujourd'hui, il y a quand même une vérité. J'ai envie de t'arrêter là-dessus. Je reviens à Gaston et puis je te reviendrai. C'est que les civils ont toujours été les plus grandes déceptions des transitions militaires. Parce qu'en fait, quand les militaires prennent le pouvoir, ils veulent faire table rase avec toutes les mauvaises pratiques du passé. Ils mettent à côté des civils, mais qui s'avèrent être les pires cauchemars. Parce que la première des choses, au niveau de l'armée, on dit le chef a dit. Donc il faut le faire. Il faut des civils qui soient capables pour dire, écoutez, c'est vrai, vous avez un tempérament chaud, j'allais dire, dans l'armée, vous faites ceci. Il dit, mais là, on parle de gouvernance et on peut faire les choses autrement. On peut ressortir les conséquences. Nous avons perdu beaucoup d'aides à cause justement de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais il y a une chose qui m'inquiète et qu'il faut combattre. Parce que, vous savez, c'est comme ça les choses prennent forme. La HAC est en train de devenir un tribunal. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui, il y a des ministres qui ne veulent pas aller devant les juges parce que les avocats vont les soumettre à des exercices qui pourraient jouer sur leur image où ils auront du mal à prouver certaines choses. Maintenant, on passe par la HAC parce qu'on se dit, mais si on a la HAC qui peut nous aider à faire taire un journaliste sans qu'on ne passe devant un juge, sans qu'on ne soit même pas à truc, s'il peut être... la caisse à résonance. Justement, on dit, on préfère aller là-bas. Le ministre Ousmane Diallo a porté sa plainte là-bas. On a vu ce que ça a donné, cette décision. Je me dis comment les commissaires parviennent à se coucher et dormir après avoir pris cette décision. Et maintenant, c'est le ministre Charles White aussi qui envoie Babila. Parce qu'on dit, attendez, je ne vais même plus de l'autre côté, je vais aller à la HAC. Et puis là-bas, c'est bon, ça va se régler et puis on va se retrouver avec un journaliste de moins. Ça, il faut qu'on se lève contre ça parce que c'est vraiment une bombe qu'on est en train de... On parle des journalistes. Ne soyez pas étonnés demain qu'on vous dise on va viser les émissions de grande écoute. Ce qu'il dit là, c'est important. Elles le sont déjà. Mais bien évidemment. Elles le sont déjà. Voilà, c'est ça. Ce qu'il dit, c'est important. C'est effectivement ça. C'est que les gens se disent aujourd'hui, je vais à la HAC parce que j'y obtiendrai ce que je ne saurais jamais obtenir devant un tribunal. Parce qu'ils connaissent très bien la loi. À cause de tous les problèmes qu'on a eu souvent en Guinée, la L02 fait partie aujourd'hui des textes les plus connus. Donc, ce qui fait que même certains cadres l'ont lu. Sur le cas spécifique de diffamation, vous savez que cette loi refuse qu'il y ait suspension. Il n'y a pas de suspension. Voilà. En République de Guinée, la L02 dit que... Pour des faits de diffamation. Encore que
elle doit être avérée. Bien sûr. Il faut, justement, même si c'est avéré. C'est ce que je dis. La plupart du cas, ce n'est même pas avéré. Faut-il que ce soit avéré qu'il y a fait de diffamation par voie de presse, et même quand c'est le cas, il n'y a pas suspension. Même si c'est avéré, il n'y a pas suspension. Voilà. L'exception est que lorsque la diffamation porte sur une discrimination raciale, ethnique, religieuse, là, il y a suspension. Mais là aussi, il va falloir qu'il y ait récidive. Pour la première fois, il n'y a pas de suspension. Donc, pour simple diffamation, on donne un droit de réponse. Nullement, droit de réponse, rectification, avertissement, mise en demeure, c'est fini. Donc, les gars ont compris ça aujourd'hui. Devant un tribunal, aucun juge ne peut suspendre un journaliste, à plus forte raison un média. Donc, ils disent, il y a la hack, comme on a la possibilité de mettre pression sur la hack, on a déjà l'accord, vous avez, nous, le rappel, bon, c'est malheureux qu'ils se servent de ce prétexte-là pour mettre pression sur les doyens Yassine, mais il y a un autre commissaire bien connu là-bas qui a aussi la corde au cou. Les gens ne le savent pas, il faut qu'on le dise. Il y a la triste réalité. C'est important qu'on le dise. Il y a les maisons. Évidemment, c'est ce que je disais. Un commissaire qui est dans un bâtiment de l'État, il a reçu l'avertissement, on a failli l'expulser. Le mettre dehors. Depuis lors, lui aussi, tout ce qu'on lui dit, et puis il fait partie de ceux qui mettent pression. Je ne dirai pas son nom aujourd'hui. Il s'agit de ce que nos aînés ont tous connu ça, la cité des journalistes, vous connaissez. C'est à Matoto, je crois. La cité des journalistes. Parce que depuis le temps de Ahmed Sékou Touré, il y avait des cités pour les corporations. Donc la cité des journalistes, à un moment donné, quand le CNRA a commencé à récupérer les domaines de l'État, eh bien, cette cité était ciblée. Donc il se trouve que même la génération actuelle de nos aînés, là, certains sont dans cette cité, ils y ont investi. Qui est à la hack, l'intéressé à la hack. Non, le doyen Yassine même, je ne sais pas s'il est acquitté, mais il on parle même plus de doyen Yassine, quelqu'un d'autre. Ils ont investi qui est parti pleurnicher un peu partout, demander pardon pour qu'on le laisse là-bas. On leur dit qu'on va leur sortir de ces maisons-là. Bien sûr. Pour qu'ils y restent, faut-il peut-être qu'ils fassent le job. Le sale boulot. En deux secondes. Laissez André s'exprimer. On va laisser André. 2 secondes, s'il vous plaît. 2 secondes, oui. C'est exceptionnel. Juste rendre hommage à Mme Martine Condé. Parce que récemment, j'ai appris, quand on a suspendu Guinée Matin, vous savez, en 2020, j'ai appris qu'elle a reçu au minimum 5 appels. 5 fois, on lui a dit de suspendre le site. Et Madame vérifie, elle se rend compte que oui, c'est une injonction pour suspendre le site, mais elle vérifie, elle constate que légalement, on n'a commis aucune faute. Autant d'Alpha Condé. Autant d'Alpha Condé, Martine a refusé. Martine Condé. On me l'a dit. Non, c'est pas elle. Moi, je vais vous aider. Martine a toujours travaillé. Je vais vous aider. Quelque chose. Moi, ne le sachant pas, je l'ai toujours critiqué et je voudrais profiter de cette occasion-là pour lui rendre hommage et dire à ceux qui agissent aujourd'hui que l'histoire retienne tout. Parce que pendant qu'elle s'abstenait de nous sanctionner, moi je la critiquais. Bien sûr. Mais malgré ses critiques, elle a refusé. Elle s'est pliée à la loi. On me l'a dit en 2020, quand Yassine nous a sanctionnés, j'ai été surpris. J'ai dit, mais il y a 2 jours, Yassine m'appelait personnellement pour m'offrir des cartons des permis de circulation pour dire que je sais que tu as des journalistes, ils peuvent s'en servir pour aller sur le terrain. 2 jours après, c'est lui qui me sanctionne sans m'appeler. Il sait qu'en m'appelant, j'allais accepter. En tant que grand frère, je le respecte, j'allais accepter. Quelqu'un m'a dit, il ne l'a pas fait parce qu'il devait te sanctionner. On le lui a dit. Martine, c'est ce qu'elle a refusé. On aura le temps de revenir doit lui rendre hommage. Parce que le cas à ce niveau, Babila est mentionné. Oui, à ce niveau, je vous dis, très parce que je connais beaucoup de choses à ce niveau. En parlant de Martine. Même M. Ba de la RFI devait être sanctionné, Mouktar à l'époque, avec Martine. Et quand Alpha Condé lui a dit, elle a demandé qu'est-ce que Mouktar Ba a fait. Et d'abord, on avait refusé l'accréditation de Mouktar. Madame a posé la question à la présidence, qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas qu'il gagne son accréditation. Donc, quelque part, moi, je me dis que Madame avait travaillé professionnellement. Bien, Martin. Comparativement, s'il vous plaît, comparativement à ceux-là qu'on a aujourd'hui, ici, la RAC aujourd'hui est devenue un tribunal. Maintenant que c'est comme ça, nous devons être unis. Si la presse est désunie, je crois que nous ne pouvons absolument... Bien, ça c'était vraiment une parenthèse. Ça, c'était la parenthèse hommage à Martine Pendessa. Excuse-moi, je vais rester avec Gaston. Toujours en parlant de RSF. Je veux dire, Pendessa l'a dit, RSF est volontariste, après tout ce qu'il a observé.
ils peuvent mobiliser des avocats pour nous et tout le reste. Mais je veux dire, pour une corporation qu'on est en train d'appauvrir économiquement, est-ce qu'il ne faut pas innover les moyens d'aide? Est-ce qu'il ne faut pas, je veux dire, faire des levées de fonds pour, je ne sais pas, financer les médias ou je ne sais pas, venir en appui? Parce que la réalité, la triste réalité aujourd'hui, la triste réalité... Je ne sais pas si vous connaissez FADEM. FADEM, oui. Fonds d'appui au développement des médias. Quel appui FADEM apporte aux médias? Mais absolument. Aujourd'hui, il ne fonctionne pas d'abord parce que jusqu'à présent, le conseil d'administration n'est pas... Je voulais vous exprimer sur la mission de Non, le FADEM, jusqu'à présent, n'a pas son conseil d'administration. Il n'y a même pas de budget. Donc, il y a un président du conseil du CA du FADEM qui a été nommé. Non, il y a un directeur. Il n'y a pas de président du conseil. Il n'y a pas de conseil d'administration. Une directrice adjointe, mais il n'y a pas de conseil parce qu'il n'y a pas de budget. Si on avait doté FADEM d'un budget, tout de suite, on allait mettre un conseil d'administration. Donc, RSF, je voudrais vous dire aujourd'hui, les grandes institutions doivent appuyer la presse nationale guinéenne. Si, parce qu'on est en train de nous appauvrir. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans la rédaction du groupe Évasion, au-delà dans la rédaction du groupe Évasion, on est en train de nous assassiner. Vous avez l'impression que c'est un décès qui est fait là. Il y a pratiquement... Aujourd'hui, il n'y a pas de travail à la rédaction. Les gens ne viennent pas. Et le PDG, la direction ne peut pas condamner quelqu'un parce que les gens ne peuvent plus rémunérer les travailleurs. Donc, à ce niveau, il faut comprendre que c'est difficile. Des entreprises difficile. Même sont menacées de ne pas communiquer dans ces médias. De disparition et de ne pas communiquer dans ces médias. Au-delà de ça, je voudrais, comme je l'ai dit tantôt, ces grandes institutions doivent nous appuyer. Parce que face à des gens comme ça que nous avons et qui n'ont aucun état d'âme. Surtout. Voilà, qui n'ont aucun état d'âme. Vraiment, si on n'a pas de personnes, des institutions, c'est-à-dire personnes morales, grandes institutions qui pourront nous appuyer, je crois que ça va être difficile. On peut aller au tribunal, on peut aller un peu partout, mais ça va être difficile parce que c'est des gens qui ne regardent que dans une direction. C'est comment c'est comment tuer, s'il le faut, la presse guinéenne. Parce qu'eux, ils sont en train de faire un sale boulot. Ils sont en train de faire des choses qui sont contre-indiquées. Ils sont en train de voler l'argent du peuple. Ils sont en train de se comporter de façon vraiment inacceptable. André. Et nous allons continuer à dénoncer. Merci André. C'est vrai que naturellement, ces médias-là, nous, sont sous le régime du capitalisme. C'est des entreprises commerciales, donc qui font le marketing de leurs services pour avoir des recettes. Mais si on est dans un contexte où on dit même aux annonceurs, écoutez, si vous envoyez votre publicité dans cette radio, dans cette télé, sur ces sites-là, alors là, vous aurez des problèmes avec nous. Donc, en ce moment, on appauvrit, on coupe les vivres à ces médias. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une situation exceptionnelle qui fait que, peut-être tel qu'on alloue des fonds à des ONG par ces institutions internationales, on peut aussi allouer des fonds à ces médias-là, le temps qu'on sorte de ce système où on ne nous laisse pas profiter justement de ce système commercial où on peut aller chercher des marchés et tout le reste, parce qu'on ne peut plus, les gens n'annoncent plus, ils ont peur, certains viennent même retirer leur annonce dans les médias, on ne veut plus voir les micros de Adafo, on ne veut plus voir les micros de Djoma, de films dans certaines cérémonies. C'est très malheureux ce qui se passe en 30 secondes avant qu'on ne passe au prochain sujet. Je pense que c'est vital. Je pense que Gaston l'a dit, on peut aller dans tous les tribunaux, on peut remporter tous les procès, mais si les radios ferment entre-temps, parce qu'il y a ce qu'il décrivait l'atmosphère de désolation, vous excusez de l'utiliser, qu'il a essayé de décrire là dans certaines rédactions, ça crée, vous savez, des scissions. Il ne peut pas y avoir de cohésion même si on reprend, si ça continue, parce que entre-temps, l'employé a dû tendre à plusieurs reprises la main et le patron a dû refuser plusieurs fois. Et donc, des situations peuvent se créer là. Et c'est important, comme vous le disiez tantôt, que les structures, même au niveau international, essaient de voir ce côté-là, comment financer, comment permettre à ces médias-là de tenir. Et moi, je me demande, même cette émission, cette initiative que vous avez, est-ce qu'elle ne pourrait pas aussi servir de créneau pour une levée de fonds? Probablement, il y a de ces personnes qui nous suivent et qui peuvent être sensibles à la situation. Merci de le proposer, nous. C'est une idée géniale que vous proposez. On sait que les Guinéens, même dans leur généralité, sont tous appauvris aujourd'hui. Est-ce qu'on va demander aux Guinéens de cotiser 1-2 francs? Mais l'idée est très géniale. Au-delà des Guinéens, on peut demander ça
ça à ces entités à l'international. Il y en a qui sont alités, il y en a qui sont à l'agonie. Donc je pense que ceux qui sont malades, qui peuvent marcher, peuvent aider ceux qui sont alités. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, on va faire un tour de table en